Découvrir la France, c'est parcourir ses ruelles pavées, grimper en haut de ses plus belles tours, goûter à ses spécialités, gravir ses sentiers ou naviguer sur ses rivières. C'est aussi rencontrer ses habitants, ceux qui chaque jour entretiennent et s'efforcent de faire vivre notre patrimoine. Découvrir notre pays, c'est faire une immersion dans les villages de nos régions. Cette étape nous amène en région Centre-Val-de-Loire. Un changement d'appellation, mais pas de fusion pour celle qu'on nommait avant le Centre. Elle est composée de 6 départements. Sa capitale est Orléans. Territoire riche de patrimoine, autrefois apprécié des rois de France, le Centre-Val-de-Loire est une région qui combine à merveille histoire et terroir. En allant à la découverte de ces villages de caractère, nous ferons plusieurs arrêts sur notre parcours pour admirer également les monuments les plus remarquables de la région. De Lavardin, un village bucolique avec de surprenants habitats troglodytiques, nous ferons un détour par Azay-le-Rideau. Son château sur l'eau est le plus intime des châteaux de la Loire. Puis nous nous arrêterons visiter l'abbaye de Corne-Saint-Martin, qui elle aussi vaut le détour. Avant d'aller découvrir un nouveau village qui porte bien son nom, Montrésor. Puis nous serons dans un décor du Moyen-Âge à Saint-Benoît-du-Sault. Jusqu'à la cité d'Apremont-sur-Allier, célèbre pour son parc floral. Sans oublier l'étonnant pont-canal de Briare qui enjambe la Loire. Un programme riche et varié pour apprendre à mieux connaître le Centre-Val-de-Loire. Commençons cette balade par un village médiéval plein de charme. Son nom, Lavardin. Nous sommes à 40 km de Blois, dans le Loir-et-Cher. Un village blotti au pied des ruines de son château. Selon Hubert, l'ancien maire de Lavardin, il faut commencer par prendre de la hauteur pour mieux le contempler. Alors, direction le donjon. Une de mes vues préférées, c'est cette vue de la vallée du Loir. Et la rivière le Loir nous donne une vallée très agréable à vivre. C'est un ancien pays de vignobles où les gens aimaient bien se rencontrer, se retrouver. Et même si les vignobles n'existent plus, les Lavardinois prennent toujours autant de plaisir à se retrouver. Bonjour messieurs, ça va la pêche? Ça va très bien. Souvent sur le magnifique pont gothique, le plus ancien du Loir-et-Cher, pour une partie de pêche qui obéit à des codes très précis. 20 minutes avant le lever du soleil, nous sommes en poste. Et ensuite, vers 8h30, casse-croûte. Et on retourne à la pêche jusqu'à midi. Et ensuite, on recommence le casse-croûte. Et puis, ma foi, la journée est bien entamée. On a des aventures extraordinaires à Lavardin. Vous l'aurez compris, à Lavardin, on prend le temps de vivre. Autre endroit propice à la détente, la promenade du poète. Salut, on va du bateau? Nommé ainsi en hommage à Ronsard, né dans une ville voisine. Dans le bourg, ne ratez pas la maison gothique, la maison Florentissard et l'église Saint-Genest avec ses peintures romanes. Une balade à Lavardin passe aussi forcément par le chemin de la Rotte au Bic, rotte signifiant sentier. C'est ici que l'on découvre la particularité du village, les habitations troglodytiques. C'est en creusant la roche pour tailler les pierres destinées au château que la plupart sont nées. Après l'extraction des pierres, c'était les pauvres ou les saisonniers qui s'installaient dans les troglos. La première chose qu'ils faisaient, c'était un foyer. Alors, contrairement à Nuit des Reçus, on a l'électricité, on a l'eau, on a même Internet. Parce que les gens s'imaginent qu'on vit avec des pots de bêtes et qu'on n'a rien, quoi. Donc, c'est quand même très confortable. Il y a 446 caves à Lavardin, pour 216 habitants. Alors, avis aux amateurs.
Lors de votre passage, faites une halte dans le restaurant Troglo de Monique. Alors, mesdames et messieurs, vous allez déguster le gigot. Pour déguster une spécialité typique de ce type d'habitation, le gigot à la ficelle. Je perce l'os et je mets donc la ficelle dans le trou du gigot. Et on l'accroche. Voilà. Et à chaque fois que je passe dans le resto, je tourne. Voilà, comme ça. C'est la cuisine du Moyen-Âge, ça. On fait tout ça dans nos caves, hein. C'est vraiment la cuisine des caves. Après le déjeuner, essayez-vous à la chouine, le jeu de cartes local dont le championnat du monde, oui, rien que ça, se déroule chaque année à Lavardin. Et pour finir, avant de reprendre votre route, faites une dernière balade dans ce charmant bourg. En plus des cités de caractère qui jalonnent la région, le centre du pays est avant tout célèbre pour ses châteaux de la Loire. Alors sur notre route, arrêtons-nous visiter au moins l'un d'entre eux, le plus discret et harmonieux de tous. Azay-le-Rideau, le château sur l'eau situé à 25 km de Tours. Bâti sur une île, il baigne au milieu de l'Indre. Ce chef-d'œuvre de la Renaissance française édifié sous le règne de François Ier est un concentré d'élégance qui a séduit Christelle, administratrice du lieu, qui sait d'expérience qu'elle n'est pas la seule. C'est un tout petit château. C'est pour ça aussi certainement que les gens disent c'est mon préféré. Je pense que la plupart des visiteurs se disent « Ah, j'habiterais très facilement à Azay-le-Rideau ». Un château un peu différent des autres en effet, puisqu'il est le premier à rompre avec le style austère de nos forteresses à la française. Le corps de logis 16e est vraiment très innovant en termes de goût, très à la mode, puisqu'il fait écho à ce goût italien. On dit que c'est suite à un séjour en prison en Italie que François Ier se serait passionné pour la Renaissance italienne et qu'il aurait ensuite donné des ordres pour faire bâtir ce château d'Azay-le-Rideau. À commencer par cet escalier d'honneur, ouvert sur l'extérieur, et ses plafonds à caissons sculptés. Christelle et Augustin, guides au château, se rendent dans les appartements. Sur les murs, on découvre des nattes de jonc tressées, un matériau très prisé au XVIe siècle. D'ailleurs, on utilise un mot qui nous vient du Moyen-Âge, qui est le mot joncher, qui vient de jonc, et on jonchait les murs et les sols pour se protéger du froid avec des nattes de jonc. Un confort sûrement très apprécié des hôtes du château, à commencer par Louis XIII, qui s'est arrêté ici quelques jours. Il n'avait que 18 ans, hein. C'était le 27 juin 1619. 2 nuits, 3 jours, ça suffit pour qu'on en parle encore aujourd'hui. Et parmi les hôtes de prestige, Azay-le-Rideau a également reçu un illustre écrivain du 19e siècle, Balzac. Du haut d'une crête, je vois pour la première fois le château d'Azay, diamant taillé à facettes, serti par l'Indre, monté sur pilotis masqué de fleurs. Un coup de foudre partagé par la famille Billancourt, des nobles picards, qui vont racheter le château et continuer à l'embellir pendant 4 générations, comme en témoigne la luxueuse collection de vaisselle que vous pourrez admirer. Quant à la manière de remplir les assiettes, les Billancourt cultivaient un jardin à l'abri des regards. Un endroit qui revit aujourd'hui grâce à Frédéric, le jardinier du château. Il se fera un plaisir de vous parler de ses récoltes. On essaie de transmettre et puis de reproduire tous ces vieux légumes. Là, donc, on a le melon, on a les différents haricots, on a des courgettes, des sucrines du Berry. Je trouve ça très intéressant, c'est très porteur. Retrouver nos racines, en fin de compte, hein, parce que c'est nos ancêtres qui les cultivaient. Et puis, ils n'étaient pas plus bêtes qu'autre chose. Et si tous les beaux légumes de Frédéric vous ont mis l'eau à la bouche, vous pourrez ensuite aller vous attabler au restaurant situé juste en face du château. En été, sa terrasse est très agréable. Et dans ce département d'Indre-et-Loire, contrairement à ce que l'on croit, il n'y a pas que des châteaux à visiter.
Il y a aussi, non loin d'ici, la collégiale Saint-Martin. Elle mérite bien un crochet sur notre itinéraire. Comptez 30 minutes depuis Azay-le-Rideau pour rallier le village de Camp-de-Saint-Martin. Une fois sur place, profitez de cette cité blottie au confluent de la Loire et de la Vienne. Et partez admirer la collégiale, cet édifice majestueux, classé monument historique, qui mérite vraiment le détour. Lors de votre visite, n'oubliez pas d'aller à gauche du chœur. Un étroit passage vous permettra d'accéder à cette chapelle très spéciale. Elle désigne le lieu de la mort de Saint Martin, évêque de Tours, l'un des plus grands évangélisateurs d'Europe. D'ailleurs, Cande, comme plus de 300 bourgs de France, choisira son nom en signe de reconnaissance. Sur les vitraux, vous pourrez entrevoir certains pans de son histoire, notamment un miracle qu'il aurait accompli une fois mort. La légende dit qu'au passage de sa dépouille le long de la Loire, tous les arbres se seraient mis à fleurir. C'est ce qu'on a appelé ensuite l'été de la Saint-Martin. Non loin de là, il y a un endroit qui respire la douceur toute l'année. Moi, c'est Chloé. Moi, c'est Manu. Et notre village, c'est mon trésor. Suivez-nous. Allons-y, suivons nos charmantes petites hôtesses à la découverte de leur beau village d'Indre-et-Loire. Montrésor se situe à 50 km de Blois. Un endroit rempli de charme et de poésie que Manu, 8 ans, et Chloé, 11 ans, sa sœur aînée, connaissent comme leur poche. Première étape, le château, là où une grande partie de l'histoire du village s'est écrite. Dzień dobry. Bienvenue au château de Montrésor. Ne soyez pas étonnés si à Montrésor, vous entendez parler polonais. Depuis le milieu du 19e siècle, le château appartient aux descendants du comte Xavier Branicki, un homme d'affaires influent arrivé de Pologne. À l'intérieur de l'édifice, ce grand amateur d'art possédait quelques pépites. Constantin, le gardien des lieux, se fera un plaisir de vous les montrer et même de vous lancer quelques défis. Nous sommes ici dans le petit salon. Donc nous sommes ici devant un tableau qui a été peint par Paul Véronèse. Et la particularité de ce tableau, c'est que Véronèse avait l'habitude de signer par son autoportrait. Regardez-le bien. Maintenant, regardez le tableau et essayez de le trouver. Regarde. Tu sais? Montre-le-moi. Bravo. Tu as gagné. C'est lui. Premier mystère élucidé pour Chloé. Mais ce n'est pas fini. Au-dessus de ce magnifique escalier en acajou, l'étage supérieur renferme d'autres énigmes. Il y a quoi là-dedans? Donc dans cette urne, il y a le cœur de François de Basternay, le seigneur qui habitait là au début du XVIe siècle. À cette époque-là, lorsqu'un seigneur était mort, on conservait ce qui représentait la force et l'honneur, c'est-à-dire le cœur. Donc je vais vous montrer un cœur vieux de 4 siècles. Oh ouais, c'est incroyable. Bon, c'est vrai, il ne reste plus grand-chose à voir. Heureusement, la suite de la visite vous réservera une bien belle surprise. Ici, nous sommes dans le grand salon. Et dans ce grand salon, nous trouvons dans l'angle un très beau piano. Et c'est sur ce piano que Chopin venait donner des cours à la sœur de Xavier, Catherine. D'ailleurs, c'est marqué ici. À Mademoiselle Catherine Branicka, 3 valses pour piano par Frédéric Chopin. Pour découvrir ce piano et toutes les pépites de ce château, pensez à réserver votre visite guidée. Puis promenez-vous dans le village ou plus précisément en contrebas du bourg, au bord de la rivière l'Indrois. Le pont ici s'appelle le pont des jardiniers parce que c'est le comte qui l'avait fait construire pour que les jardiniers puissent d'aller une rive à une autre. Profitez de ces rives agréables pour vous détendre en famille. Avant de repartir, faites une halte à la collégiale. Elle renferme une pièce rare. J'ai quelque chose à vous montrer. Regardez. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. C'est le chapeau du pape, ce qu'on appelle sa calotte.
On le retrouve sur la photo qui est en bas. Le pape Jean-Paul II, c'est un pape polonais et il l'a donné à quelqu'un qui l'a donné à la paroisse. C'est un grand cadeau qu'on a reçu. C'est un des trésors de mon trésor. Décidément, ce village réserve bien des surprises. Le prochain non plus n'est pas en reste. Partons au sud de Montrésor pour découvrir la ravissante cité de Saint-Benoît-du-Sault. Nous sommes à 50 km de Châteauroux, dans l'Indre. Un village fondé au Xe siècle par des moines bénédictins. Et c'est ici que Jean-Michel, photographe, a posé ses valises il y a une quinzaine d'années. À Saint-Benoît-du-Sault, on a un trésor de patrimoine, on a un trésor historique, culturel donc. C'est une ville où les pierres parlent. Voilà. Et quand on se promène dans les rues avec la lumière qu'on a de toutes les saisons, on a toujours des images différentes à faire. Et donc c'est vraiment un territoire privilégié pour un photographe. Et pour réaliser de beaux clichés de Saint-Benoît, le village propose notamment des randonnées autour du bourg. Ouais, beau là. Super. Bonjour Pierre. Salut Jean-Michel. Je peux me joindre à vous? Bientôt, bah oui, on fait le tour de Saint-Benoît. Alors, toujours aussi belle cette balade. Hein? Ah, Saint-Benoît, on s'en lasse pas. Quand on fait la randonnée autour de Saint-Benoît, il découvre différemment, quoi. On prend notre temps, on regarde. Si vous vous contentez de visiter que l'intérieur du village, vous passez à côté de beaucoup de choses, quoi. Ce qui est fabuleux, c'est que quand on se promène autour du village, on voit ce bâti historique qui a 1000 ans, qui est posé sur un rocher niché au milieu du bocage. Et ça, c'est vraiment une chance extraordinaire d'habiter ici. 1000 ans d'histoire, évidemment, ça laisse des traces. Direction la maison de l'Argentier, qui date du XVe siècle. C'est ici, autrefois, que l'on battait la monnaie pour le seigneur local. La particularité, c'est évidemment cette porte cloutée. Et l'objectif du clou, c'est vraiment de se protéger du mauvais œil, hein, du malin, du diable. Là, on est vraiment dans le secteur, on va dire, politique, militaire, ceux qui combattent pour le reste de la société. Comme en témoigne d'ailleurs le chemin de ronde ici où pouvaient circuler les hommes en armes et qui circulaient le long du rempart. Un chemin de ronde couvert donc. Un chemin de ronde couvert. Un décor médiéval qui en inspire plus d'un. Moteur. Action. D'abord un gros plan sur tes hanches. François, metteur en scène originaire de la région, vient ici chaque année avec des jeunes comédiens qui pour la plupart ne connaissent pas le village. La première réaction, quand ils arrivent ici, ils regardent le lieu où on est logé, ils regardent ça, ils ont l'impression d'être sur une île et d'avoir une chance inouïe. Ils sont heureux vraiment d'être ici. Décidément, Saint-Benoît-du-Sault inspire les artistes. Lors de votre passage dans la commune, surveillez le programme de l'église. On y donne souvent de très beaux concerts lyriques. Un des plus beaux villages de France serait ce Saint-Benoît-du-Sault. Ah oui, vraiment, je vous l'assure. Abbaye, maison, prieuré, c'est bien Saint-Benoît-du-Sault. Partons maintenant à l'est de la région pour parcourir Apremont-sur-Allier, un village médiéval au bord de l'eau. Nous voici à 50 km de Bourges, dans le Cher. Dominé par son château du XVe siècle, ce bourg abrite surtout un parc floral unique. C'est le poumon d'Apremont. La famille d'Elvire est installée ici depuis 3 siècles. Et ce village de 80 habitants, elle ne le quitterait pour rien au monde. Ce que j'aime ici, vous voyez, c'est d'abord qu'il y a une seule rue, qui est la rue principale, et c'est l'uniformité des maisons, leur unité. Au Moyen-Âge, ces maisons typiquement berrichonnes abritaient les mariniers, les conducteurs des bateaux. Ils acheminaient sur l'Allier la pierre de taille, extraite des nombreuses carrières autour d'Apremont. Ben voilà la maison des mariniers,
qui est la plus ancienne maison d'Apremont. En face de cette maison, c'est l'ancienne place du village. Je crois que c'est notre doyenne. Ou est-ce que je me trompe? Eh bien, oui. Et c'est la mémoire du village, parce qu'elle est là depuis... 1949. Depuis qu'elle est ici, Madame Orfèvre a été témoin des moindres changements à Apremont. Moi, j'avais un pré autrefois avec un âne dedans. Et puis, il a été transformé en cette merveille. Cette merveille, la voici, le parc floral. Un paysage bucolique de 5 hectares pour une balade des plus agréables. Bonjour Tony. Bonjour mademoiselle. Ça va? Tout va bien. Excusez-moi, je voulais juste vous demander un renseignement. J'ai perdu le nom de cette plante. La sauge russe. C'est la 3e fois qu'on revient. On est des fans d'Apremont. C'est l'emblème d'Apremont. C'est le pont chinois. C'est des petites constructions légères qui faisaient rêver les gens qui ne voyageaient pas à l'époque. Et pour que le dépaysement soit total, n'hésitez pas à partir faire du canoë sur les bords de l'Allier. Sur ces rives, ne soyez pas étonnés de croiser des rassemblements comme celui-ci. Apremont, tout le monde se connaît, oui. Vous voulez quoi comme C'est une grande famille, en fait. Et c'est paisible, c'est tranquille, c'est beau, quoi. C'est vraiment beau, quoi. On prend plein les yeux tout le temps. On est des privilégiés. Des privilégiés qui aiment transmettre l'amour de leur village aux visiteurs. Avant de terminer ce voyage, comment ne pas faire un tour sur les bords de Loire? Et pour sortir des sentiers battus, voilà un monument tout à fait original à visiter, le pont-canal de Briare. Il est situé à 80 km d'Orléans, dans le Loiret. Dessus, ce ne sont pas des voitures qui circulent, mais bien des bateaux. Avec ses 662 mètres de long, le pont de Briare est le plus long pont métallique d'Europe. Claudine et Jackie sont des amoureux de l'ouvrage, à tel point qu'ils ont décidé il y a quelques années de jeter l'ancre à Briare. Le pont a été construit en 4 ans et il a fallu 2000 ouvriers pendant 4 ans. Les ouvriers travaillaient à la main, bien sûr, parce qu'il a fallu pratiquement 5 millions de rivets pour assembler la partie métallique du pont. Les ateliers de Gustave Eiffel sont alors sollicités pour une partie de la construction. Pourtant, on sait maintenant qu'ils étaient très occupés, puisqu'à la même époque, la tour Eiffel allait aussi voir le jour. Ce qui était curieux aussi, c'est que les ouvriers qui étaient droitiers avaient un salaire plus élevé que ceux qui étaient gauchers. Maintenant, ce serait de la discrimination, mais à cette époque-là, il était très mal vu de travailler de la main gauche. Pour comprendre l'origine d'un chantier d'une telle envergure, rendez-vous à l'écluse de Mantelot, au sud de Briare. Ici, nous sommes sur la rive gauche de la Loire. Il fallait aller sur la rive droite, mais bien sûr, il fallait traverser la Loire. Traverser la Loire, lorsqu'il y avait de la crue, extrêmement dangereux. Chaque année, on pouvait dire au moins 10 morts. L'été, moins dangereux, mais il n'y avait pas assez d'eau dans la Loire. Trouver une solution pour passer la Loire devient alors une nécessité commerciale, le fleuve étant le passage obligé pour acheminer les marchandises jusqu'à Paris. Le 16 septembre 1896, le pont est enfin ouvert à la navigation et depuis, il enjambe les beaux paysages de la Loire pour le plus grand bonheur des visiteurs. Des bateaux, j'en ai vu beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup naviguait en père peinard sur le canal de Briare. C'est dans la joie et la bonne humeur que nous refermons cette étape en région Centre-Val de Loire. Une étape riche. En plus de compter toute une série de beaux villages, cette région abrite aussi quantité de monuments intéressants. Alors ne craignez pas l'ennui.
le Centre Val de Loire saura combler tous les amoureux d'histoire de France et de villages authentiques.